Comment presque toute l'Europe avait eu précisément les mêmes institutions et comment ces institutions tombaient en ruine partout. Les peuples, qui ont renversé l'Empire romain et qui ont fini par former les nations modernes, différaient par les races, le pays, le langage. Ils ne se ressemblaient que par la barbarie. Établis sur le sol de l'Empire, ils s'y sont entrechoqués longtemps au milieu d'une confusion immense, et quand ils sont enfin devenus stables, ils se sont trouvés séparés les uns des autres par des ruines même qu'ils avaient faites. La civilisation étant presque éteinte et l'ordre public détruit, les rapports des hommes entre eux devinrent difficiles et périlleux, et la grande société européenne se fractionna en 1000 petites sociétés distinctes et ennemies, qui vécurent chacune à part. Et pourtant, au milieu de cette masse incohérente, on vit sortir tout à coup des lois uniformes. Ces institutions ne sont point imitées de la législation romaine. Elles y sont contraires à ce point que c'est du droit romain que l'on s'est servi pour les transformer et les abolir. Leur physionomie est originale et les distingue parmi toutes les lois que se sont données les hommes. Elles correspondent symétriquement entre elles et, toutes ensemble, forment un corps composé de parties si serrées que les articles de nos codes modernes ne sont pas plus étroitement unis. Loi savante à l'usage d'une société à demi grossière. Comment une pareille législation a-t-elle pu se former, se répandre, se généraliser enfin en Europe? Mon but n'est pas de le rechercher. Ce qui est certain, c'est qu'au Moyen-Âge, elle se retrouve plus ou moins partout en Europe et que dans beaucoup de pays, elle règne à l'exclusion de toutes les autres. J'ai eu l'occasion d'étudier les institutions politiques du Moyen-Âge en France, en Angleterre et en Allemagne, et à mesure que j'avançais dans ce travail, j'étais rempli d'étonnement en voyant la prodigieuse similitude qui se rencontre entre toutes ces lois, et j'admirais comment des peuples si différents et si peu mêlés entre eux avaient pu s'en donner de si semblables. Ce n'est pas qu'elles ne varient sans cesse et presque à l'infini dans les détails, suivant les lieux, mais leur fond est partout le même. Quand je découvrais dans la vieille législation germanique une institution politique, une règle, un pouvoir, je savais d'avance qu'en cherchant bien, je retrouverais quelque chose de tout semblable quant à la substance en France et en Angleterre. Et je ne manquais pas de l'y retrouver en effet. Chacun de ces trois peuples m'aidait à mieux comprendre les deux autres. Chez tous les trois, le gouvernement est conduit d'après les mêmes maximes, les assemblées politiques formées des mêmes éléments et munies des mêmes pouvoirs. La société y est divisée de la même manière et la même hiérarchie se montre entre les différentes classes. Les nobles y occupent une position identique, ils ont mêmes privilèges, même physionomie, même naturel. Ce ne sont pas des hommes différents, ce sont proprement partout les mêmes hommes. Les constitutions des villes se ressemblent, les campagnes sont gouvernées de la même manière, la condition des paysans est peu différente, la terre est possédée, occupée, cultivée de même, le cultivateur soumis aux mêmes charges. Des confins de la Pologne à la mer d'Irlande, la seigneurie, la cour du seigneur, le fief, la censive, les services à rendre, les droits féodaux, les corporations, tout se ressemble. Quelquefois les noms sont les mêmes. Ce qui est le plus remarquable encore, un seul esprit anime toutes ces institutions analogues. Je crois qu'il est permis d'avancer qu'au XIVe siècle, les institutions sociales, politiques, administratives, judiciaires, économiques et littéraires de l'Europe avaient plus de ressemblance entre elles qu'elles n'en ont peut-être même de nos jours, où la civilisation semble avoir pris soin de frayer tous les chemins et d'abaisser toutes les barrières. Il n'entre pas dans mon sujet de raconter comment cette ancienne constitution de l'Europe s'était peu à peu affaiblie et délabrée. Je me borne à constater qu'au XVIIIe siècle, elle était partout à moitié ruinée. Le dépérissement était en général moins marqué à l'orient du continent, plus à l'occident, mais en tout lieu, la vieillesse et souvent la décrépitude se faisaient voir. Cette décadence graduelle des institutions, propres du Moyen Âge, se suit dans leurs archives. On sait que chaque seigneurie possédait des registres nommés terriers, dans lesquels de siècle en siècle on indiquait les limites des fiefs et les censives, les redevances dues, les services à rendre, les usages locaux. J'ai vu des terriers du XIVe siècle,
qui sont des chefs-d'œuvre de méthode, de clarté, de netteté et d'intelligence. Ils deviennent obscurs, indigestes, incomplets et confus à mesure qu'ils sont plus récents, malgré le progrès général des Lumières. Il semble que la société politique tombe en barbarie dans le même temps que la société civile achève de s'éclairer. En Allemagne même, où la vieille constitution de l'Europe avait mieux conservé qu'en France ses traits primitifs, une partie des institutions qu'elle avait créées était déjà partout détruite. Mais c'est moins encore en voyant ce qui lui manque qu'en considérant en quel état se trouve ce qui lui reste, qu'on juge des ravages du temps. Les institutions municipales qui au XIIIe siècle et au XIVe siècle avaient fait des principales villes allemandes de petites républiques riches et éclairées, existent encore au XVIIIe. Mais elles n'offrent plus que de vaines apparences. Leurs prescriptions paraissent en vigueur, les magistrats qu'elles ont établis portent les mêmes noms et semblent faire les mêmes choses. Mais l'activité, l'énergie, le patriotisme communal, les vertus mâles et fécondes qu'elles ont inspirées, ont disparu.